Ah là là, la mode. Loin de nous l'idée d'être des experts, mais assez fascinant d'observer de loin ce cycle perpétuel. Les tendances, un temps ringardes, finissent toujours par revenir au goût du jour avant de repartir dans l'oubli. Et en NBA, ce cycle de la vie semble lui aussi inévitable. Après avoir remis à la mode les rythmes de jeu ultra rapides des années 70, la NBA se la joue rétro en 2025 avec le retour des line-up à deux intérieurs. 40 ans après les premières Twin Towers de Houston, Ralph Sampson et Hakeem Olajuwon, 30 ans après celles des Spurs, Tim Duncan, David Robinson, les Mavericks prolongent la tradition texane d'associer deux premiers choix de draft, puisqu'on verra à la rentrée un duo Cooper Flag-Anthony Davis. Mais est-ce que ce duo peut frapper fort dès la saison rookie de Coupe? Sont-ils dans le futur sans que nous le sachions? Et surtout, est-ce que la défense leur fera gagner un titre? Alors enfilez votre plus beau chapeau de cow-boy et on est parti pour essayer de répondre à toutes ces questions. Bienvenue. Bon, avant de commencer, une petite mise au point du contexte s'impose. D'où viennent ces line-up à deux bigs? En fait, comme toujours en NBA, ce choix stratégique est dicté par la logique. Pour faire l'histoire en mode express, les catch and shoot à 3 points ont remplacé ceux à mi-distance pour la rentabilité des role-players dans les années 2010, puis vers la fin des années 2010, les défenses se sont rendues compte que même 40% à 3 points, c'était toujours moins que 65% au panier, et donc depuis quelques années, on a eu un nouvel objectif de la part des défenses, protéger le cercle. Ce à quoi les attaques ont répondu par un rythme effréné parce qu'en réalité, le meilleur tir, c'est celui en transition. Sauf que pour créer de la transition, le meilleur moyen, c'est une défense agressive. Bref, dans tout ça, le spacing est devenu presque binaire. Soit tu es un vrai bon shooter et tu es respecté à 3 points avec une vraie gravité, mais sinon, la défense va t'abandonner pour faire des stunts agressifs ou alors pour mettre un roamer sur toi et venir défendre le panier. Et même des shooters moyens, respectables, sont abandonnés. Et ça, c'était impensable il y a encore 6-7 ans. Mais donc, quitte à ne pas avoir un joueur respecté dans le corner, autant le mettre sous le cercle pour être agressif au rebond et pouvoir justement se créer encore plus de possession, non? En plus, ça te permet d'avoir deux grands et donc d'encore plus défendre le panier en défense, ce qui est l'objectif principal aujourd'hui. Donc à l'heure où l'efficacité semble atteindre un certain plafond de verre, ce choix il semble tout à fait logique puisqu'il te permet d'avoir, comme dit, plus de munitions tout en favorisant ta défense. Et justement, si on commençait par là, parce que c'est précisément ici que les Mavs ont sans doute mis la main sur quelque chose de très très spécial. Parce que AD, il est plus à présenter, ovni défensif, meilleur défenseur des playoffs, tant il est élite dans n'importe quelle couverture. Protection de cercle, drop, switch, en roamer, la totale. Mais de l'autre côté de la table, si Cooper Flag il est vu comme un prospect presque générationnel par certains, c'est avant tout pour sa défense, encore une fois. En fait, si on veut le résumer rapidement, c'est à peu près le défenseur idéal pour un non-intérieur. Speed dating rapide, mais Cooper Flag c'est 2m06 avec une envergure de 2m13. Les mensurations sont excellentes sans être parfaites, mais à vrai dire, je pense même pas que ce soit les domaines physiques où il est le plus élite. Parce que Cooper Flag a un vrai super pouvoir, selon moi, c'est sa coordination main-œil. Le fait de viser juste le ballon, et donc ça fait de lui un joueur qui, lorsqu'il surgit du côté faible, manque très très rarement sa cible. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a énormément de micro-skills, comme une excellente proprioception et donc compréhension de l'espace, un footwork défensif pour toujours être en bonne position verticale pour contester l'adversaire, et aussi ça se voit mais c'est un nerd du jeu. Un vrai petit ordinateur de bord qui sait lire les schémas offensifs adverses en avance, comme ici, petit exemple face à Arizona. Son joueur vient poser un chin screen pour un autre joueur qui est donc censé couper au cercle. Et le coéquipier de Flag est complètement surpris, mais lui, il lit tout parfaitement. Accompagne l'attaquant en chassant main gauche, dos au ballon
il reste discipliné, puis dans un second temps, il absorbe le contact et il est à deux doigts de contrer son adversaire. Donc en fait, Cooper Flagg, c'est un défenseur ultra polyvalent qui peut évidemment switcher et jouer au périmètre, mais qui a aussi le QI basket et l'anticipation combiné à de magnifiques mensurations. Et tout ça, ça lui permet d'avoir une grosse rim protection qui sera instantanément, je pense, parmi les meilleurs depuis un poste d'aile. Ça peut être un petit détail de l'histoire pour certains, mais Duke faisait jouer du hard edge par moment à Kaman Malouache. C'est-à-dire, on le faisait monter au niveau de l'écran sur le porteur de balle. On avait donc un intérieur de 2,16 m qu'on ne gardait pas sous le cercle. Et ça, c'est aussi et surtout parce que Cooper Flagg, il pouvait assurer la protection de cercle en roamer derrière. Pour en revenir aux Mavs et l'association avec AD, c'est précisément sur cette polyvalence que les Mavs vont sortir du lot. Tu as deux joueurs qui peuvent tout à fait switcher et les deux qui peuvent apporter de la protection de cercle. Et justement, c'est peut-être rare, voire inédit, d'avoir deux intérieurs qui excellent tous les deux dans à peu près n'importe quelle couverture comme ces deux-là. Donc en fait, dans une NBA à la chasse au mismatch, où on cherche presque systématiquement à éloigner le roamer adverse, face aux Mavs, ce sera presque mission impossible. Parce que, exemple, ok, j'attaque AD on ball, pour éviter qu'il soit en aide au cercle, parce que c'est l'un des meilleurs dans ce domaine en NBA. Et dans ce cas-là, c'est Cooper Flagg qui sera le low man et qui pourra assurer la protection de cercle. Et cerise sur le gâteau, Cooper Flagg, il a aussi un corps avec la puissance physique suffisante du haut et du bas du corps pour absorber le contact évidemment, mais aussi pour défendre sur des intérieurs sans être un mismatch. Et donc ça permettrait de jouer avec les match-ups et surtout de pouvoir mettre AD sur un non-shooter en roamer total, libre de toute tâche. Ça peut vraiment être dévastateur. Donc déjà, rien que ce duo, on voit que les possibilités, elles sont nombreuses. Mais si je vous disais qu'en réalité, depuis avant, je vous cache quelque chose, qu'il y avait une partie immergée de l'iceberg que je faisais exprès d'omettre. Parce que bon, ok, Cooper Flagg, polyvalence géniale. Anthony Davis, on le connaît. Polyvalence, protection de cercle, élite de chez élite. Et justement, il existe une métrique qui est libre d'accès sur le site de l'NBA et qui calcule la perte d'efficacité au panier infligée par un joueur à ses adversaires. En quelque sorte, qui calculerait la protection de cercle d'un joueur. Et Anthony Davis, il inflige moins 12,4% de perte d'efficacité à ses adversaires. Ses adversaires directs tirent 12,4% moins bien au cercle quand ils sont défendus par AD. Ça, c'est le troisième score de toute la ligue parmi les joueurs qui ont disputé au minimum 45 matchs et qui défendaient 5 tirs au cercle par match au moins. Le deuxième, c'est un certain Victor Wembanyama. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et le premier, avec 14,6%, c'est Daniel Gafford, un autre intérieur de Dallas. Alors faut le dire aussi, l'échantillon il est un peu biaisé par le fait que Daniel Gafford, il fait beaucoup de fautes, mais ça reste une performance en soi. Et Dereck Lively, sur ses 21 matchs cette saison, c'était aussi moins 7,8%. Et finalement, la raquette et la défense de Dallas, en fait, c'est pas juste AD et Cooper Flagg, mais c'est AD, Flagg, Gafford, Lively, Naji Marshall, Caleb Martin et PJ Washington. Et en fait, cette profondeur, elle te permet d'entourer ton duo de stars élite avec des joueurs ultra complets et des profils très différents, mais qui auront un peu moins de responsabilités parce que c'est pas des profils parfaits. Mais ça te permet, encore une fois, d'avoir une énorme polyvalence défensive, mais toujours de jouer très grand. Et alors tactiquement, comment est-ce que ça s'organiserait tout ce beau monde ? Tout porte à croire que ça se passera peut-être comme lors de la deuxième partie de saison 2024 qui les a vus aller en finale, où Dallas jouait un switch all, sauf que cette fois-ci il y aura beaucoup moins de cibles avec le personnel que je viens de présenter. Et je me répète peut-être, mais en réalité c'est vraiment primordial. Lorsque AD sera attiré au périmètre, il aura derrière lui en low man Cooper Flagg, mais pas que, aussi Daniel Gafford ou Dereck Lively et ou PJ Washington. Pourquoi pas. Et la possibilité de jouer très grand viendra peut-être gommer une grosse lacune des Mavs depuis l'ère Jason Kidd, à savoir le rebond défensif.
Pas évident non plus puisque c'est un peu un défaut inhérent au switch all et donc si tu continues ces schémas de switch qui ont pour but d'absorber le décalage sur le pick and roll, et ben forcément tu écartes ton big et donc tu t'exposes au rebond. Mais ce qui est intéressant encore une fois, c'est que tu switches avec que des joueurs grands et donc en repoussant un peu les limites de taille connues et surtout pourquoi pas en pré-switchant au panier certains joueurs, et ben tu pourras encore une fois mieux assiéger ton rebond défensif. Et justement, pré-switcher, ça semble simple, mais il faut avoir l'effectif pour le faire. Et Dallas l'a cette année. Et le pré-switch, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une technique pour protéger son intérieur que maîtrise à la perfection une équipe comme Houston, avec un très bon exemple ici, où vous le voyez, Memphis veut impliquer Steven Adams sur le pick and roll, et on échange avant le pick and roll Steven Adams et Fred VanVleet, et du coup ça dissuade carrément dans ce cas-là de jouer le pick and roll. Mais donc il faut un effectif polyvalent, mais ça tombe bien, Dallas de ce point de vue-là, ils sont servis. Donc défensivement, ça vend du rêve. Jason Kidd, il semble avoir de l'or entre les mains et les possibilités semblent presque infinies. Faire du drop, c'est possible. Être beaucoup plus agressif comme le Thunder, c'est aussi possible. Et Cooper Flagg, il peut avoir une grosse plus-value cette saison, puisque là aussi, on voit que c'est un joueur qui a de très bons instincts dans ce domaine. Il sort d'une saison à plus de 3% de steal percentage, c'est un chiffre élite. Si tu veux jouer un switch all plus petit et plus dynamique, là aussi, c'est aussi possible avec, on y retourne, mais une raquette simplement AD Flagg. Et c'est un peu le next level en fait, cette polyvalence par rapport aux autres équipes à deux bigs justement. Par exemple, les Rockets, Steven Adams et Alperen Sengun, ils ont performé, mais c'est une équipe qui était un peu coincée dans une zone. Et ça a marché, mais ça a aussi été la cause de leur défaite face aux Warriors, puisqu'une fois que Golden State a réussi à faire péter la zone, c'est un peu toute la structure qui est partie à volo, et on n'avait pas trop de plan B pour continuer à faire jouer ces deux intérieurs. Mais la vraie question, c'est est-ce que ces line-up peuvent être suffisamment fortes en attaque pour exister et donc permettre à cette défense de briller? En fait, c'est un des plus gros enjeux de la saison des Mavs pour moi. Et même plus que ça, c'est un des plus gros enjeux aussi du début de carrière de Cooper Flagg. Est-ce qu'il peut vraiment être un initiateur d'attaque comme un Tatum ou un LeBron à son poste? Et aussi, au-delà du first pick 2025, qui va créer de l'attaque? C'est une question centrale, et de la saison passée, il n'y a pas grand-chose à tirer, mais quand même, il y a certaines stats qui nous indiquent vers quoi se dirige le plan des Mavs. Notamment le ratio assist par usage d'Anthony Davis et de Derek Lively. Alors ok, on parle d'une vingtaine de matchs pour l'un et à peine d'une dizaine pour l'autre. Mais les deux ont explosé leur career high dans ce domaine. Et vraiment explosé. Alors petit rappel, cette stat mesure en gros à quel point un joueur est orienté playmaking pour les autres vs scoring pour lui-même. Et donc déjà c'est une stat de tendance et pas de réussite. Et donc prendre un petit échantillon, c'est pas parfait, mais c'est déjà plus entendable qu'une réussite au shoot par exemple. Et donc sur cette stat, les deux intérieurs n'ont jamais autant créé. Et de très loin. Et ça c'est vraiment notable. Jason Kidd voulait déjà l'an passé de plus en plus faire passer le jeu par ses bigs. Et pour la raison qu'on connaît tous, éloigner le big man, le protecteur de panier adverse. Comme ici où on fait porter la balle à AD et c'est lui qui va faire l'entry pass à PJ Washington. Et en fait AD qui a la balle, ça enlève Nick Claxton du cercle et donc c'est un post-up facile pour PJ Washington. Et on retrouve pas mal de sets intéressants, notamment des zoom action pour Derek Lively, c'est-à-dire qu'il a le ballon, que Kyrie reçoit un écran off-ball, puis vient le récupérer dans les mains de l'intérieur. Et là encore, le protecteur de panier adverse, il est sur Lively, et donc pas au cercle. Et pour AD, il y a quelque chose qu'on a vraiment beaucoup vu sur sa dizaine de matchs, c'est des pick and roll inversés, avec un petit emposeur d'écran, mais aussi des pick and roll 4-5, avec Daniel Gafford en poseur d'écran. Et là-dessus, c'est vraiment génial parce qu'Anthony Davis, il peut envoyer aisément la balle par-dessus pour l'autre intérieur. Et que ce soit Lively ou Gafford, on parle de menace de lob élite. Justement, Flagg, il rentre parfaitement dans ce que je viens de dire. Il rentre parfaitement dans ce moule-là
puisqu'il peut être à la fois le porteur de balle sur pick and roll, mais aussi le poseur d'écran. La question avec lui, c'est peut-être plutôt le dribble et la création un peu pour lui, mais il excelle vraiment lorsqu'il a un premier décalage et donc par exemple sur les situations de short roll, c'est vraiment une machine qui est déjà rodée. Il a une très bonne compréhension de l'espace, il est très grand et donc il peut trouver des angles à peu près partout et il est très mobile évidemment pour ouvrir après avoir posé l'écran. En fait, Cooper Flagg, c'est pas vraiment un porteur de balle classique. C'est plutôt un porteur de balle qu'il faut mettre dans les conditions parfaites pour exploiter son passing qui, pour le coup, est excellent. Et il raffole des sets un peu mis en mouvement comme les zoom action qu'on a décrit tout à l'heure. Et dans le playbook de Jon Scheyer à Duke, il excellait vraiment dès qu'il pouvait passer l'épaule et avoir ce premier décalage par rapport à son défenseur. Notamment sur ce genre d'action où il posait un premier rip ou flex screen pour son coéquipier avant de lui-même remonter, recevoir un écran et là-dessus, il pouvait passer par-dessus grâce à sa taille. En gros, dès qu'il arrive lancé avec un premier décalage et une menace de lob, il est vraiment très bon. Et là-dessus, il est vraiment déjà capable de manipulation visuelle dans ces cas-là et il est terriblement juste. Encore une fois, face à Arizona, c'est un peu un vrai festival de bonnes décisions sur des possessions qui se suivent et qui se ressemblent. Et quand on voit les dégâts qu'il a fait avec un Kaman Maluak, l'imaginer avec Gafford, Lively et AD, forcément, c'est très alléchant. Alors évidemment, il reste la question du spacing pur et de la respectabilité des shooters. Mais à cela, on peut dire déjà qu'il y aura Klay Thompson, D'Angelo Russell et Max Christie. Mais en fait, il faut être honnête, ça peut être un vrai problème, surtout si Coop il a un temps d'adaptation avec la ligne à 3 points NBA et qu'il n'est pas tout de suite respecté. Et la présence de Klay Thompson, elle gagne aussi en valeur pour le spacing, mais aussi pour Cooper Flagg, encore une fois, parce que Cooper Flagg, avec Klay Thompson, il aura peut-être sa cible de pick and roll inversé qu'il avait avec Con Knuppel à Duke et qui pouvait aussi lui ouvrir des espaces. Malgré tout, par le mouvement et des principes forts, il y a moyen d'avoir une attaque peu conventionnelle mais qui tourne pas si mal et qui colle parfaitement au style du dernier numéro 1 de draft. D'autant que face à ces Mavs, compliqué de tricher avec les match-ups parce que mettre un plus petit sur AD, AD il a le post-up. Mettre un plus petit sur Derek Lively ou Daniel Gafford, les deux ce sont d'énormes rebondeurs offensifs et donc il y a possibilité justement de gratter des possessions supplémentaires là-dessus. Et donc il y a moyen que ces Mavs ce soit un petit casse-tête pour les adversaires dès la saison rookie de Cooper Flagg et ce même avant le retour de Kyrie Irving. Alors l'avenir nous dira si ça tiendra, mais une chose est sûre, c'est que ce coup du hasard heureux à la loterie fait des Mavs 2025-26 une des équipes les plus intrigantes et une des équipes à suivre de toute la NBA. Merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like ou un commentaire. Dites-nous, est-ce que Cooper Flagg et AD c'est le duo du futur? Et moi je vous dis à très vite sur le Dreamcast Show et d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.